Lani Rollins est doctorante en histoire de l'art médiéval à l'université de Toulouse-Jean Jaurès. Elle fait une thèse dont elle va vous parler sur les plafonds peints sous la direction de Kitri Kaz et de Virginie Tchernak. Elle est également, comme je l'ai dit, membre de la RCPPM dont elle va vous reparler. Voilà, je lui laisse la parole. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à remercier l'inventaire du patrimoine et la région Occitanie de me permettre de parler de mes recherches de thèse. À la fin du Moyen-Âge, l'image envahit la maison en Europe occidentale par le biais d'objets domestiques tels des chandeliers, des carreaux, des porte-serviettes et des coffres, ainsi que sous la forme de décors monumentaux tels que les peintures murales, des tapisseries et des plafonds peints. Des études récentes visent à mieux comprendre ces images placées dans des espaces domestiques à la fois publics et privés, comme les salles d'apparat. Les plafonds peints sont souvent les témoignages les mieux conservés de ces décors, en particulier dans des centres urbains de l'arc méditerranéen, constituant un corpus de plusieurs centaines de plafonds et de plusieurs milliers d'images entre le XIIIe et le XVIe siècle. Ici, je vous montre la carte interactive des plafonds peints, l'un des nombreux projets de l'Association internationale de recherche sur les charpentes et plafonds peints médiévaux, la RCPPM. Alors que beaucoup de plafonds ont été détruits ou déposés, les marqueurs rouges indiquent les nombreux plafonds peints toujours in situ. Pour la région Occitanie, nous connaissons plus de 50 plafonds en contexte domestique, c'est-à-dire plus de 2000 images réalisées entre le XVe et le début du XVIe siècle. Alors que d'autres supports sont moins bien conservés que les plafonds, une poignée d'ensemble de la région nous permet néanmoins d'étudier des édifices domestiques dans lesquels nous retrouvons des plafonds peints et des peintures murales, toujours in situ dans la même salle d'apparat. Dans un premier temps, je présenterai rapidement les ensembles de ce corpus et leurs commanditaires, puis je tenterai de répondre aux problématiques suivantes. L'organisation des décors sur les deux supports et l'évolution de celle-ci dans les derniers siècles du Moyen-Âge, l'exécution des décors et enfin la fonction des images au sein des salles d'apparat. Le premier ensemble est conservé dans l'hôtel de Brignac à Montaignac, qui est doté d'une loggia et d'une salle d'apparat, toutes les deux couvertes par des plafonds peints datant des derniers mois de 1446, selon l'étude héraldique. Le commanditaire, Paul de Brignac, était le représentant du roi à Montaignac et son hôtel particulier était à la fois sa demeure et l'espace où il exerçait la justice au nom de Charles VII. En plus de son plafond, la salle d'apparat conserve une grande partie de ses peintures murales composées de faux appareils sur fond beige dont les joints rouges sont tracés d'un trait unique. Le deuxième ensemble est conservé dans l'aula des archevêques de Narbonne à Capestan. Cette pièce a reçu au moins 3 campagnes décoratives dont je m'intéresse à la dernière vers 1450 quand Jean d'Harcourt est archevêque de Narbonne. C'est à ce moment qu'il commande un plafond peint qui dévise la hauteur originale de la salle. Par la suite, la pièce est cloisonnée, créant 3 espaces de taille inégale dont la salle d'apparat est le plus large. La campagne décorative du plafond était aussi accompagnée de peintures murales composées de faux appareils aux joints doubles peints en noir, mais qui auraient été majoritairement effacées lors des travaux de restauration en 1985. Ensuite, la maison bien connue de la famille Piolenc à Pont-Saint-Esprit, aujourd'hui le musée d'art sacré du Gard, abrite 3 plafonds peints, dont 2 qui datent vers 1450. Guillaume de Piolenc fait construire une nouvelle aile de la maison où les 2 plafonds sont placés l'un au-dessus de l'autre au rez-de-chaussée et au premier étage. Les décors muraux ne sont conservés que dans la salle à l'étage où toutes les surfaces des murs et des embrasures des fenêtres sont décorées de formes géométriques en trompe-l'œil. En outre, une inscription « Bonne fortune » est peinte en noir sur le mur est près de l'entrée. Ensuite, dans une maison canoniale de Saint-Salvi-à-Albi, un plafond dont tous les éléments sont peints est décoré de scènes de la danse macabre, d'une danse de la nature célébrant la vie et d'un dialogue entre la mort et la nature. Sur les murs, on devine des vestiges de 2 décors successifs de faux appareils. Il est fort possible que l'un des prévôts du chapitre ait commandé les décors du plafond dans la deuxième moitié du XVe siècle, mais pour le moment, les armoiries du plafond n'ont pas été identifiées.
Le prochain ensemble est conservé dans la commanderie des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem à Ressac, à quelques kilomètres d'Albi. En entrant dans la salle d'apparat, les closoirs sur la gauche sont peints de phylactères inscrits avec la dédicace des travaux en 1515 commandés par Jean de Boniface, commandeur de l'ordre. En plus des traces de polychromie sur la cheminée, la salle conserve des vestiges de faux appareils tracés dans un trait unique en rouge. Le dernier exemple, plutôt tardif, se situe dans la salle dite des Preux, d'après les sujets des peintures murales datées par Virginie Tcherniak au deuxième quart du XVIe siècle et probablement commandées par Antoine II de Cardaillac, seigneur de Buhl. Les 9 preux, héros juifs, païens et chrétiens, sont représentés sur une fausse tenture composée de bandes verticales grises, jaunes et rouges et qui faisaient presque tout le tour de la pièce. 2 décors de type ornemental accompagnent l'ensemble narratif. Un décor géométrique en trompe-l'œil, ainsi que des cartouches peintes à l'intérieur avec des motifs à plis de serviettes qui imitent les menuiseries. Contrairement aux autres plafonds de ce corpus, celui de Buhl est uniquement décoré de motifs végétaux et floraux, des fleurs au pochoir sur les closoirs et de grands rinceaux sur les poutres. Commençons notre analyse par l'organisation des décors sur les plafonds. Pour Jean-Claude Schmitt et Pierre-Olivier Dittmar, le décor des plafonds peut être considéré comme des images de type marginal qui partagent une iconographie avec les marges des manuscrits, les miséricordes de salle, des modillons, etc. En revanche, si le plafond est souvent vu comme un espace marginal par rapport aux décors monumentaux comme les peintures murales, il s'agit véritablement, et je cite, d'une structure fractale où s'opère une hiérarchie iconographique entre les motifs selon leur emplacement dans la salle, leur agencement et la valeur qu'ils prennent. D'abord, l'héraldique participe à l'hiérarchisation des espaces selon l'architecture de la pièce. Au sein de multiples plafonds, un décor héraldique se déploie au-dessus ou face à la cheminée. À Capestan, une série de closoirs portant les armoiries de Jean d'Harcourt et du chapitre de la cathédrale Saint-Just font face à la cheminée, donc que vous voyez ici, ainsi qu'une poutre peinte avec une répétition des armes d'Harcourt que vous voyez ici. À Montagnac et à Pont-Saint-Esprit, l'emplacement autour de la cheminée est réservé pour les armoiries des personnages les plus puissants, tels le roi de France Charles VII, le dauphin Louis XI, le pape et les ducs. D'autres thèmes participent à l'hiérarchisation des axes de circulation. À Ressac, les closoirs inscrits avec la dédicace du plafond sont visibles en rentrant et en sortant de la pièce. En repartant de la salle d'apparat à Capestan, on est confronté par une série de couples de danseurs qui sont encadrés aux extrémités par des musiciens et des fous de cour. Enfin, dans la maison canoniale d'Albi, c'est des petits lapins rouges qui courent au-dessus des scènes de la danse macabre, indiquant leur sens de lecture. En plus de participer à l'hiérarchisation des espaces, l'héraldique structure les décors au sein des plafonds en s'alternant avec d'autres motifs. Par exemple, ici à Montagnac, les écus s'alternent avec des animaux, des hybrides et des couples. À Pont-Saint-Esprit, c'est la même alternance avec les armoiries, les animaux et des hybrides, mais aussi avec des scènes de danse ou des jeux d'enfants comme la toupie. Ainsi, les motifs du plafond et surtout l'héraldique servent à mettre en valeur des espaces hiérarchisés de la pièce, tout en structurant les décors au sein du plafond. En comparant avec d'autres plafonds peints occitans des XIIIe et XIVe siècles, ce n'est pas tant l'organisation des décors qui évolue, mais plutôt les thèmes iconographiques. En effet, sur les plafonds antérieurs, on retrouve souvent des scènes de guerre, historiques ou fictionnelles, comme sur le plafond au palais des archevêques de Narbonne à Narbonne, ou sur une poutre utilisée en réemploi dans l'église de Frontignan. Au cours du XVe siècle, ces thèmes guerriers laissent leur place aux nouveaux thèmes iconographiques qui se répandent partout dans l'arc méditerranéen, comme les loisirs, la mort, les proverbes, les proto-portraits, les jeux d'enfants et des scènes scatologiques. Au XIIIe et XIVe siècle, l'art mudéar inspire clairement l'iconographie ornementale de nombreux plafonds de la région, tels les ensembles dans le palais des rois de Majorque à Perpignan ou dans le donjon de Coulure, ainsi que le plafond dans la maison Guibal à Béziers.
Leurs décors sont composés de formes géométriques et d'entrelacs, souvent accompagnés de motifs végétaux et floraux. Si les plafonds de type ornemental sont plutôt rares au XVe siècle, il faut insister sur le fait que les motifs ornementaux accompagnent toujours le décor figuré des plafonds, que ce soit des fleurs au pochoir sur le fond des closoirs ou des formes géométriques et végétales sur les couvre-joints et les moulures. Concernant l'organisation des peintures murales de ce corpus, vous avez remarqué que toutes sont de nature ornementale, à l'exception du château de Buhl. On retrouve souvent des faux appareils de styles différents, des motifs géométriques en trempe-l'œil ou des motifs à plis de serviettes. Alors que la majorité des peintures murales conservées dans la région datant du XIIIe et XIVe siècle sont aussi de nature ornementale, comme présent, les décors narratifs sont plutôt réservés à la partie supérieure des murs et concernent souvent les représentations guerriers ou chevaleresques comme à Caussade, Cordes-sur-Ciel, Gaillac et Moissac, entre autres. L'exemple de la maison Muratée à Saint-Antonin-Nobleval illustre cette organisation sur une cloison de la pièce. Dans le registre supérieur, les peintures sont organisées en frises où avancent 5 cavaliers, dont les rois de France et l'Angleterre avec le comte de Toulouse. Le registre inférieur est composé de médaillons peints sur une fausse teinture. Le pilier central, à côté de la cloison, était peint de motifs à hélice, tout comme une poutre que vous voyez donc ici, qui a été malheureusement enlevée et débitée, mais qui témoigne d'un même décor sur les deux supports. Dans la maison des Carcassonnes à Montpellier, la bande supérieure des peintures murales illustrait un cycle de Saint-Eustache, accompagné dans le registre inférieur par un décor armorié. Dans le cas des peintures murales de Buhl, les 9 preux, autrefois identifiés par des inscriptions sur phylactères, sont représentés de pied sur leurs chevaux et occupent presque 3/4 de la surface des murs. En outre, les décors s'organisent en 3 plans superposés qui créent de la profondeur. Un premier plan où figurent les preux, un deuxième plan en fausse tenture et un troisième plan sur la partie supérieure des murs où les cordes qui tiennent la fausse tenture sont peintes comme raccrochées au mur sur des cartouches portant un décor à plis de serviettes. Cette organisation en plans superposés et la tendance à agrandir le registre narratif se rencontrent dans d'autres édifices domestiques et dans d'autres régions au XVe et XVIe siècle. Sur le mur de l'escalier au château de Vaillac dans le Lot, étudié par Virginie Tcherniak et datant du dernier quart du XVe siècle, des chats défendent un grand château attaqué par des rats. Dans la maison d'une famille strasbourgeoise, étudiée par Ilona Hans Colas, plusieurs figures sont représentées de pied, accompagnées de rinceaux et de phylactères, dont celle-ci qui est assise devant une fausse tenture. Encore, dans l'hôtel des Quatrans à Caen, en Normandie, étudié par Vincent Juel, l'une des cloisons conserve partiellement une peinture murale du début du XVIe siècle représentant une bergerie où les hommes et les femmes dansent dans un cadre extérieur sur toute la hauteur du mur. À l'extrême fin du Moyen-Âge, il semble que les sujets narratifs occupent davantage la hauteur des murs et que les peintures murales sont souvent organisées en plans superposés. En outre, comme les plafonds, les thèmes iconographiques des peintures murales s'enrichissent. Ces ensembles soulèvent des questions concernant l'exécution des décors, des salles d'apparat et notamment, est-ce que les deux supports étaient ornés lors d'une même campagne décorative et par les mêmes artistes? Alors que ce n'est pas toujours possible de le dire avec certitude, l'ensemble à Buhl le suggère. Les motifs au pochoir, autrefois omniprésents sur les peintures murales de la salle des preux, ornent aussi les closoirs, dans une palette chromatique très similaire. Le style des poutres est très proche aux vestiges de peinture murale dans la tour, où on voit surtout la même palette chromatique, le même style de larges rinceaux aux cernes épais et le même traitement des fonds ponctués de petits points blancs. Il semble ainsi tout à fait possible que les mêmes artistes qui sont intervenus sur les peintures murales soient les mêmes pour réaliser le plafond, suggérant que les décors des deux supports sont contemporains. À Pont-Saint-Esprit, la question des artistes se pose particulièrement pour les deux plafonds peints. Le répertoire iconographique est le même entre les deux, mais le style aplati et parfois frustre du plafond au rez-de-chaussée est incomparable au chef-d'œuvre à l'étage. Il est donc certain qu'il s'agit de deux mains différentes.
Cette différence de maîtrise suggérerait que ces deux salles recevaient des visiteurs de statuts différents. Celle à l'étage était peut-être réservée à la famille, aux invités d'honneur et à l'entourage du commanditaire, lorsque celle au rez-de-chaussée serait une pièce de réception pour un public élargi. Je termine ma présentation par la fonction de ces images dans les salles d'apparat. En premier lieu, l'héraldique participe pleinement dans la célébration du commanditaire et les réseaux sociaux, familiaux et politiques auxquels il appartient. Les armoiries des Brignac à Montaignac, représentées à 5 reprises, s'insèrent parmi celles des seigneurs laïcs et ecclésiastiques de l'Hérault, montrant leurs alliances et illustrant leur juste place parmi les familles nobles. À Ressac et à Capestan, il s'agit surtout de la manifestation d'une identité collective au sein des ordres religieux. D'autres thèmes iconographiques dévoilent le sens et fonction des images sur ces deux supports. Dans la maison Piolenc, les figures d'enfants nus jouant seraient un thème lié à la fertilité du couple et à l'éducation des jeunes nobles, évoquant les âges de la vie et la continuité de la lignée. Mais, puisque Guillaume de Piolenc et sa femme n'ont pas d'enfants, c'est le neveu du commanditaire, Guillaume Cordier, qui assurera une descendance pour la famille. Selon Alain Girard, l'inscription sur les peintures murales « Bonne fortune » pourrait faire référence à cette heureuse continuité familiale, tout comme les scènes de jeu et de fêtes sur le plafond. À Capestan, la série de couples dansant « Activité interdite au clerc » illustre le milieu aristocratique aux visiteurs quand ils sortent de la salle, rappelant les origines nobles de Jean d'Harcourt. Cette préférence des clercs pour les thèmes profanes se rencontre également dans la maison du prieur à Villiers-Saint-Sulpice en région Hauts-de-France, étudiée par Géraldine Victoire. Cette demeure d'ecclésiastique est ornée de peintures murales, de scènes de joutes, autre activité interdite par l'Église, mais qui manifeste le statut social du prieur. À Montaignac, des scènes de chasse et l'omniprésence des êtres hybrides rappelant l'expulsion du jardin d'Éden provoquée par la faute de l'homme pourraient faire allusion à la force de la justice dans une pièce qui a servi de tribunal royal. À Albi, le prévôt et les chanoines de Saint-Salvi recevaient probablement des visiteurs dans la pièce au plafond peint, dont le programme iconographique est pertinent pour les ecclésiastiques accompagnant leurs fidèles dans la vie et dans la mort. Dans le château de Buhl, le choix d'un thème chevaleresque témoigne de la volonté d'Antoine II de Cardaillac de souligner son statut social de chevalier de plus en plus précaire. Pour conclure, ces quelques ensembles témoignent de la volonté des commanditaires à orner leur salle d'apparat des murs jusqu'au plafond. Ces décors auraient été accompagnés par des tapisseries, des estampes, des objets et des meubles, eux-mêmes porteurs d'images. Ces espaces mi-publics, mi-privés, parfois utilisés comme salle de justice, sont en quelque sorte l'extension du commanditaire et de sa famille ou de sa communauté religieuse. Les motifs du plafond, et surtout les armoiries, servent plusieurs fonctions. Hiérarchiser l'espace, rythmer les décors, ainsi que représenter et célébrer le commanditaire, sa famille, ses alliances et ses valeurs. Au XVe et XVIe siècle, le répertoire iconographique est plus diversifié, que ce soit pour les plafonds ou pour les peintures murales. Le choix des peintures murales ornementales couvrant relève d'une question de goût pour les imitations ou d'une question de budget, et elle participe pleinement à l'embellissement de la pièce. Quelques ensembles suggèrent que les deux supports étaient décorés au même temps et par les mêmes artistes, comme à Buhl, alors que dans la maison Piolenc à Pont-Saint-Esprit, deux mains distinctes ont peint les deux plafonds. D'autres édifices conservant ces deux supports dans la même pièce ou non, comme au château de la Roque-Trois-Racs dans le Lot, méritent d'être analysés dans leur globalité afin de dégager les rapports iconographiques et techniques entre les différents décors. Enfin, ces images témoignent surtout d'une culture visuelle et matérielle partagée durant une période assez longue et sur un grand territoire en Europe occidentale. La découverte de plus en plus fréquente de plafonds peints médiévaux nous permet d'élargir cet incroyable corpus d'images pour mieux comprendre l'organisation et fonction des décors au sein de la maison à la fin du Moyen Âge. Merci pour votre attention.